pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce 5 juin 2020, dont voici les principales articulations. La décision de la Cour constitutionnelle est porteuse de germes de frustration populaire et risque de créer un mauvais précédent si le président nouvellement élu n'y prend pas garde. Les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu continueront de purger leur peine. La Cour d'appel a confirmé ce vendredi le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bubanza. Journée internationale de l'environnement au Burundi, la pollution du lac Tanganyika et la prolifération des sachets en plastique restent une préoccupation majeure. Et voilà pour les grandes lignes de ce journal. À la présentation, vous êtes avec Trésor Nyongabo, Lucie Kabera et Inès Gakiza de l'autre côté de la cabine technique. Ouvrant ce journal par la page politique, le régime CNDD-FDD reste à la tête du Burundi les 7 prochaines années. La Cour constitutionnelle a validé hier les résultats de la CENI tout en rejetant les recours du parti CNL ainsi que ceux de la commission d'observation de la conférence des évêques catholiques. Tous ces recours concernaient des irrégularités massives qui ont caractérisé le triple scrutin du 20 mai dernier. Le CNDD-FDD a été donc déclaré vainqueur des présidentielles et législatives. En deuxième position vient le parti CNL qui se réclamait vainqueur et la troisième place revient au parti UPRONA. Dans son verdict, la Cour constitutionnelle a réhabilité quelques candidats députés du CNL qui avaient été retiré de la liste par la CENI suite à des contentieux judiciaires. Par principe du respect de la présomption d'innocence, la Cour constitutionnelle les a donc déclarés élus députés. Réagissant à ce verdict de la Cour constitutionnelle, Agathon Rwasa, président du parti CNL, se dit surpris par la décision rendue. Il accuse la Cour constitutionnelle d'avoir traité le dossier avec légèreté. Sur les ondes de la radio nationale, Agathon Rwasa dit ne plus disposer d'aucune autre marge de manœuvre. Agathon Rwasa. Nous avons accueilli ces résultats avec une surprise parce que nous avions déposé notre recours auprès de la Cour constitutionnelle en montrant une multitude d'irrégularités, mais nous trouvons que la Cour a traité avec une légèreté légendaire notre dossier. Mais nous attendons avec tous les autres Burundais voir quels seront les changements qui vont marquer le nouveau régime. Et on n'a pas de marge de manœuvre. La décision de la Cour constitutionnelle dans les juridictions burundaises est sans recours. Nous n'avons qu'à saisir les juridictions internationales. Encore, ce ne sont pas ces juridictions-là qui pourront rendre justice là où les Burundais nous-mêmes nous faillons à nos devoirs et manquons nos responsabilités. C'était Agathon Rwasa, président du parti CNL. Le peuple burundais doit continuer à lutter pour la démocratie prise en otage par le parti au pouvoir CNDD-FDD. Déclaration de Léonard Nyangoma, fondateur du parti CNDD dont est issu le parti au pouvoir, qui rappelle que le processus démocratique est une bataille perpétuelle qui ne s'arrête pas par les élections. Suivez Léonard Nyangoma, un des premiers militants pour la démocratie au Burundi. Les résultats soi-disant validés hier par la fameuse Cour constitutionnelle qui est référendée d'ailleurs, qui est membre du parti au pouvoir. De notre côté, au parti CNDD, personne vraiment n'a été surpris, ni par les résultats provisoires, ni par la soi-disant validation des résultats provisoires. Ici, les dernières mascarades électorales au Burundi. C'est pour cela que nous avons pris la décision souveraine de nous retirer donc de ce processus électoral biaisé. Certaines de ces conditions, c'était d'abord un climat de sécurité. C'est irresponsable d'aller dans les élections au moment où la pandémie de coronavirus frappe le monde entier. Les élections
se triche toujours, et principalement en amont, c'est dans les préparations que l'élection se triche. La démocratie repose sur plusieurs piliers. J'aime souvent le dire, la démocratie ne se résume pas aux simples élections, consultations électorales. La démocratie suppose la liberté d'abord d'expression. La démocratie exige absolument la répartition équitable du gâteau national. Le peuple burundais a goûté aux bienfaits de la démocratie. Elle ne va pas lâcher la lutte pour la démocratie. Le retour inéluctable de la démocratie au Burundi, c'est une construction de tous les jours. Nous allons continuer, quelles que soient les embûches, de lutter pour la démocratie jusqu'à ce que nous obtenions finalement une victoire de la démocratie. Léonard Nyangoma, parlons toujours politique, le comportement du CNDD-FDD a des similarités avec celui du parti UPRONA à la veille des élections de 1993. Des comportements qui montraient que ce parti ne voulait pas quitter le pouvoir, ce qui a par la suite entraîné de lourdes conséquences au pays. Analyse de Jean Bosco Ndaïkengurukiye, un des premiers Burundais qui ont initié la lutte armée après l'assassinat du président Dadaye en 1993. Jean Bosco Ndaïkengurukiye précise que l'avenir du Burundi est entre les mains du prochain gestionnaire. Son attitude pourra sauver le pays, sinon des signes annonçant un lendemain sombre existent déjà. Jean Bosco Ndaïkengurukiye. Au niveau des similitudes, d'abord en 1993, les propos, les discours de campagne dépasser les limites, notamment en faisant peur à l'autre parti. Je me souviens en 1993, par exemple, l'UPRONA disait que si on ne veut pas être orphelin, si on ne veut pas être veuve, si on ne veut pas être réfugié, il vaut mieux bien choisir, c'est-à-dire choisir l'UPRONA. Aujourd'hui, nous voyons que le CNDD-FDD menace les gens de l'opposition en disant qu'ils vont les lessiver s'ils ne les élisent pas, que d'ailleurs, ils ne vont pas lâcher le pouvoir jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne sur terre. Donc, des propos d'intimidation qui sont pratiquement similaires à ceux du parti qui était au pouvoir en 1993, le parti UPRONA. L'autre similitude, c'est que l'UPRONA, en ce moment-là, s'appuie sur les corps de défense et sécurité, l'armée et la gendarmerie. Et aujourd'hui, tout le monde le constate, le CNDD-FDD s'appuie sur l'armée, la police, même les services de renseignement et la milice Imbonerakure. Donc, bien sûr, tout dépend de ce qui va se passer dans les jours à venir, puisque vous savez, même si l'UPRONA avait reconnu qu'il a été battu, plus tard son armée a refusé les élections à sa manière, en tout cas le président Dadaye et tous ses collaborateurs. Donc, on n'en est pas là aujourd'hui et en tout cas, ce n'est pas le parti d'opposition qui a gagné. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer dans les jours à venir. Naturellement, les gens prennent les armes, les gens résistent parce qu'ils ont peur de revivre le calvaire du passé, parce qu'ils ont peur que ce qui a été dit dans la campagne électorale soit mis en œuvre, soit réalisé comme en 1993. Alors qu'aujourd'hui, tout dépend du comportement du nouveau chef de l'État, tout dépend aussi du comportement des leaders de l'opposition. C'était la voix de Jean Bosco Ndaïkengurukiye. La déclaration de la victoire du parti au pouvoir CNDD-FDD par la Cour constitutionnelle malgré les irrégularités relevées par le peuple burundais est une preuve qu'il s'agit d'un hold-up électoral. Réaction de Maître Dieudonné Bashirahishidze, un membre de la société civile qui exprime sa crainte de voir la situation dégénérer à cause de la frustration populaire. Je vous propose de le suivre. La validation des résultats par la Cour constitutionnelle n'a étonné personne. Cette Cour est une Cour qui est soumise au parti au pouvoir et qui n'est pas du tout indépendante et ne pouvait que être une caisse de résonance du parti au pouvoir. Ceci n'étonne personne parce que ce processus électoral avait été organisé dans une opacité. C'était un processus électoral biaisé, une sorte de mise en scène et les résultats étaient connus bien avant la campagne. Le CNDD-FDD, comme il le chante souvent, dit voilà, nous sommes là et nous restons, que vous le vouliez ou pas. C'est comme si aujourd'hui les mandataires peuvent décider de rester malgré la volonté du mandant de retirer le mandat. Nous sommes très inquiets sur la suite des événements parce que la frustration des Burundais peut déboucher sur des situations
difficilement maîtrisable. Il est donc urgent que l'Union africaine et les Nations unies pensent à organiser un dialogue parce qu'on ne peut pas espérer grand-chose du pouvoir. Donc les Burundais sont pris en otage par un petit cercle de militaires, par un petit cercle des membres du parti au pouvoir, et ils sont embrigadés dans une aventure, dans une fuite en avant, pilotée par cette petite clique. C'était Maître Dieudonné Bachirahishize. Militant pour le rétablissement d'un état de droit, le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité dit ne rien attendre du prochain gouvernement. Pour ce mouvement, comme c'est le même régime qui reste aux affaires, leur lutte pour la paix et la justice au Burundi continue. Maître Hunja Immaculée, présidente du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité. Il n'y a pas eu de surprise car le CNDD, le gouvernement du Burundi, avait tout mis en œuvre pour que ces élections soient gagnées et se déroulent comme ils étaient prévus. Nous n'attendons aucun changement, comme d'ailleurs tout Burundais, car nous devons nous rendre compte que c'est la perpétuation d'un système existant. Un régime qui a commis beaucoup de crimes, les crimes de droit international, commis depuis 2015, que sont des arrestations et emprisonnements arbitraires, des disparitions forcées, des assassinats, des viols des femmes, la corruption et l'impunité comme mode de gouvernance. Nous n'attendons absolument rien du gouvernement qui sera sorti de ces élections, mais nous continuerons, et comme nous nous sommes engagés de le faire, de lutter pour la restauration de l'état de droit, la paix et la sécurité pour tous, afin que le Burundi puisse tourner la page de notre sombre histoire et entamer un long processus de transformation du pays. C'était Maître Hunja Immaculée. Même son de cloche du côté des réfugiés burundais. Ces réfugiés disent qu'ils n'attendent rien du président de la République nouvellement élu. Ces réfugiés indiquent également que ce dernier fait partie des autorités qui ont fait qu'il quitte le pays et demandent plutôt à la communauté internationale de contribuer à la restauration de la paix et la sécurité au Burundi pour qu'il puisse rentrer. Suivez l'un des réfugiés vivant au Kenya. Moi, en tant que réfugié burundais exilé au Kenya, je ne me sens pas concerné par l'élection du nouveau président Evariste Ndayishimiye. On ne peut pas se précipiter à rentrer parce que ce ne sont que des têtes qui ont changé car le système est resté le même. Lui aussi fait partie de ceux qui nous ont contraints à l'exil. Ce que l'on demande en tant que réfugiés, c'est que l'Union africaine, surtout l'EAC, fasse en sorte que le Burundi recouvre la paix et que le pays soit gouverné par des personnes élues réellement par le peuple et non des usurpateurs. Comme ça, on pourra sérieusement envisager de rentrer chez nous sans craindre d'être enlevé ou tué. Sinon, ce serait se jeter dans la gueule du loup. Du côté des collectifs des avocats des victimes des crimes de 2015, qui ont porté leur affaire devant la Cour pénale internationale CPI, aucun espoir jusque-là que le prochain président facilitera le processus de réhabilitation de ces victimes. Maître Alain Déteux est un de ses avocats. Pour Maître Alain Déteux, un de ses avocats, il n'y a pas d'éléments qui permettraient de nourrir cet espoir. Maître Alain Déteux. Le collectif des avocats a été créé non pas pour mener le débat devant la justice internationale, mais simplement et surtout pour que les victimes des crimes horribles qui sont commis au Burundi depuis 2015 puissent voir leur voix être entendue par la justice et que la justice soit rendue prononcée. Et donc nous avons toujours été très clairs. Si nous pouvons obtenir la justice devant les juridictions burundaises, c'est évidemment le lieu idéal pour que la justice soit prononcée. Mais malheureusement, nous avons constaté que depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, les poursuites ne sont même pas mises en œuvre par
les pouvoirs publics burundais pour des crimes qui sont documentés, dont on a des preuves. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons dû nous tourner vers les instances internationales. Et le candidat qui a été retenu par la Cour constitutionnelle n'a pas encore pris ses fonctions. Si je ne me trompe, ce sera au mois d'août. Donc, il n'a pas encore le pouvoir de prendre ce genre de décision. Et je dirais que malheureusement, pour le moment, les discours que nous avons pu entendre ne vont pas dans un signe d'apaisement vis-à-vis de la communauté internationale. Et on n'a pas de signaux pour le moment d'une réintégration du Burundi vers les instruments internationaux, dont le traité de Rome. On verra bien ce que le candidat qui a été retenu fera lorsqu'il sera investi de la haute magistrature présidentielle au Burundi. Je n'ai pas beaucoup de signes qui me donnent un espoir en ce sens pour le moment, mais attendons de voir. C'était Maître Alain Déteux, un des avocats des victimes des crimes de 2015. Une courte pause et poursuivons ce journal avec la page Justice. La Cour d'appel de Nahangwa vient de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bubanza dans l'affaire des 4 journalistes du groupe de presse Iwachu, condamnés à une peine de 2 ans et demi et à une amende d'1 million de francs burundais chacun. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Modzenzi et Gide Harerimana resteront donc en prison à Bubanza où ils sont détenus depuis le 22 octobre 2019. Même si la Cour d'appel a rejeté leur appel, Iwachu fait savoir qu'ils vont porter l'affaire devant la Cour suprême. Aujourd'hui, ils totalisent donc 228 jours de détention. 11 élèves sur 14 de l'école technique secondaire de Kamenge ont été renvoyés à la prison centrale de Mhimba dans l'après-midi de ce vendredi. Après l'interrogatoire mené par le parquet de Nahangwa, 3 autres élèves ont été libérés. Pour les 11, ce dossier va poursuivre son cours normal suivant la procédure de flagrance. Ils sont poursuivis pour vol du matériel électoral. Les détails avec Clovis Quizera. L'interrogatoire de ce groupe de 14 élèves a duré plus de 3 heures au parquet de Nahangwa, à mairie de Bujumbura. Chacun d'eux, selon des sources judiciaires, devrait répondre sur son rôle dans les échauffourées survenus dans la nuit de mercredi à jeudi et au vol du matériel électoral. Certains de ces élèves, poursuivent nos sources, ont expliqué qu'ils ont été interpellés dans la foulée alors qu'ils n'ont jamais participé dans ces altercations. 3 de ces élèves ont été immédiatement relâchés et ont regagné l'école. Les 11 autres ont été transférés à la prison centrale de Mhimba. Ils sont poursuivis par le parquet pour vol du matériel électoral et d'avoir causé le désordre dans cet établissement. Nos sources disent que certains de ces élèves ont avoué que quelqu'un leur a demandé de voler ce matériel, mais l'identité de cette personne n'a pas été révélée. Les dossiers de ces 11 élèves vont se poursuivre suivant la procédure de flagrance. Veuillez nous excuser, c'était Clovis Nyonzima et non Clovis Quizera. 2 militants du parti CNL, dont le chef de la colline Kibenga, zone Muzinda, en commune Rugazi de la province Bubanza, ont passé la nuit au cachot de la police de la zone Muzinda. Les informations fournies par la population de cette localité indiquent que cet administratif est victime de s'être interposé au moment où des Imbonerakure voulaient s'apprêter à exécuter un veilleur de la place. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Les 2 militants du parti CNL arrêtés la nuit de ce jeudi sont le chef de la colline Kibenga, située en zone Muzinda de la commune Rugazi, et une centenaire du stock de riz. Selon les habitants de la place, un groupe de jeunes Imbonerakure de cette colline voulait arrêter un veilleur pour aller l'exécuter. Ce dernier a été tabassé pour qu'il révèle où il avait caché son arme, une accusation réfutée par ses voisins qui parlent plutôt de pur montage. Cet habitant s'appelle Gabriel Sabimana. Il était veilleur sur un stock de riz appartenant à un homme d'affaires prénommé Innocent. C'est ce veilleur qui avait l'habitude de hisser le drapeau du CNL à la permanence de ce parti situé sur la colline Kibenga. Il a été battu, accusé de détention d'un fusil et d'une grenade. Mais en réalité, il était en possession d'une machette utilisée dans son travail quotidien. Ils avaient la mission de le kidnapper et ensuite le tuer. Parmi les Imbonerakure qui ont
ont violenté ce citoyen figure un prénommé Aimable, un certain Richard, agent du service de renseignement sur la colline Kibenga, le nommé Misago, responsable des Imbonerakure sur cette même colline, tous dirigés par un infirmier prénommé Victor. Des sources de la RPA à Muzinda indiquent qu'Alexine Hamavukilo, chef de la colline Kibenga, s'est rendu sur les lieux pour calmer la situation. Selon les mêmes sources, cet administratif a été également arrêté et tous les deux ont été conduits au cachot. Lorsqu'il tabassait cet habitant, il est apparu le chef de la colline en même temps militant du parti CNL. Il a été arrêté à son tour, arguant qu'il était recherché et que le dit fusil serait caché chez lui. Bien qu'il ait été fouillé sans rien trouver, il est détenu au cachot de la police en zone Muzinda. Nous demandons que ces persécutions cessent pour que chacun puisse vaquer à ses activités. Contacté à ce propos, Aniseni Yonghuru, le chef de zone Muzinda, ainsi que Sylvie Nizigama, administrateur de la commune Rugazi, tous ont raccroché leur téléphone juste après une brève présentation. Célébration ce vendredi de la Journée internationale de l'environnement. Le thème choisi par les Nations Unies cette année est la biodiversité, une source de préoccupation à la fois urgente et existentielle. Selon cette organisation, les événements récents comme les feux de brousse au Brésil, aux États-Unis et en Australie, où les infestations des criquets en Afrique de l'Est et maintenant une pandémie mondiale démontrent l'interdépendance des êtres humains et des réseaux de vie dans lesquels ils vivent et le fait que la nature nous envoie un message. Au Burundi, la nature est menacée dans différents coins. À titre d'exemple, des immondices qui se font de plus en plus remarquer sur le lac Tanganyika. Cela depuis que les eaux de ce lac ont débordé, détruisant des constructions et l'environnement sur son passage. Les riverains craignent pour la biodiversité présente dans le Tanganyika et appellent le ministère en charge de l'environnement de les protéger avant qu'il ne soit trop tard. Les détails avec Emmanuel Ndaishimiye. Au quartier Kibenga Lac, situé au sud de la ville de Bujumbura, plusieurs maisons d'habitation ont été envahies par l'eau du lac Tanganyika, si locaires frottent des déchets ménagers et des latrines. Autre menace de ce lac est liée à l'activité humaine. Les enfants de la rue y font la lessive et les produits chimiques provenant du savon se déversent dans le lac, au lieu communément appelé Koumassé. Là aussi, les eaux du lac ont été débordées. Des sachets en plastique et autres immondices s'y font remarquer et une puanteur envahit les personnes qui s'approchent du lieu. À tous ces endroits mentionnés, l'eau est polluée et a changé de couleur suite à ces immondices. Il y a risque de disparition de l'eau douce du lac Tanganyika ainsi que sa biodiversité, craignent les riverains de ce lac. Merci à Emmanuel Ndaishimiye. Parmi les grands pollueurs figurent également les sachets en plastique. Même si leur usage a été interdit depuis au moins 4 mois, le constat est qu'ils sont toujours en circulation et en grande quantité. De leur côté, les commerçants font savoir que cela est dû au fait que les consommateurs rechignent à se procurer des sachets réutilisables à cause de leur prix exorbitant. Le point avec Balthazar Miburu. À l'avenue Patrice Lumumba du centre de la ville de Bujumbura, ces sachets en plastique se remarquent en grand nombre. Dans la galerie de magasins d'articles divers appelés le Parisien se trouve un point de vente de ces sachets. Un petit sachet noir coûte 200 francs, un plus grand de couleur verte 500 francs et sont dans ce même sachet que les clients emportent ce qu'ils achètent. Dans différentes boutiques des quartiers de la ville de Bujumbura, les vendeurs utilisent uniquement les sachets en plastique pour l'emballage des produits. Les emballages biodégradables sont plus utilisés dans les alimentations. Cependant, certains clients se plaignent de leur coût qui va au-delà de 500 francs. Beaucoup optent de se déplacer avec un de ces emballages pour éviter d'en acheter à chaque course effectuée. Le ministre du Commerce dit que les mesures accompagnant la suppression totale de ces sachets en plastique ne sont pas encore mises en place. Paradoxalement, le directeur en charge du commerce dans son ministère dit que cela n'empêchera pas que ces sachets plastiques soient retirés des lieux de vente pour changer les habitudes.
Merci à Balthazar Mibouro et c'est par ici, chers auditeurs de la RPA, que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci également à Lucie Kabera et à Inès Gakiza pour leur bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Trésor Nyongabo. Passez une excellente soirée où vous êtes. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.